Ensuite, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Monsieur le ministre Seydou Gueye, bonsoir. Bonsoir Chérif, merci de m'accueillir dans vos studios. C'est un plaisir de vous recevoir, porte-parole de l'Alliance pour la République, mais aussi et surtout, dernier à occuper le poste de secrétaire général du gouvernement sous l'ère Macky Sall. On a beaucoup de questions à vous poser au lendemain des accusations de malgouvernance au point de falsifier les chiffres macroéconomiques. Quelle est votre réaction après avoir entendu les accusations du Premier ministre Ousmane Sonko? Oui, beaucoup de questions. J'espère pouvoir apporter toutes les réponses que vous attendez. Mais je voudrais au préalable que vous me permettiez de présenter mes condoléances à la nation sénégalaise avec la disparition du professeur Amadou Mokhtar Mbow. Mais également me recueillir devant la mémoire des disparus du Diola, dont on célébrait l'anniversaire de cet événement tragique. Et enfin, exprimer ma solidarité à tous nos camarades, Amath Suzanne Camara, Lat Diop, au commissaire Keïta, qui sont aujourd'hui dans les liens de la détention. Nous demandons avec fermeté leur libération, si c'est pour des raisons politiques. Vous le savez, Lat Diop est un potentiel redoutable adversaire. Et les autres, ils sont dans les liens de la détention pour des positions, liberté d'expression dans notre pays, sacrée et garantie par la Constitution. La prise de parole de M. le Premier ministre a été détonnante. Mais il faut bien considérer le contexte à partir duquel M. le Premier ministre a pris la parole. C'est à quelques jours du dépôt des listes pour les élections législatives. C'est dans un contexte où nos jeunes périssent de plus en plus en mer et de moins en moins en haute mer, mais le long de nos côtes. C'est dans un contexte où nos compatriotes de Touba sont dans les eaux, un peu partout. Et il a pris la parole, accusant bien évidemment un certain retard, puisque si tant est que l'obligation est faite et que nous convenons que c'est un impératif pour tout nouveau régime de faire le rapport de la situation financière conformément aux dispositions du Code de transparence budgétaire, ceci est calibré dans les 3 premiers mois. Donc on a ce retard. Mais la deuxième chose également, c'est cette obsession à revenir régulièrement sur la problématique de la réduction des comptes. Vous savez, dans un état de droit, on en parle très très peu, puisqu'il y a des dispositifs et des mécanismes qui permettent en amont et en aval de régler cette question. Chez nous, nous avons les corps de contrôle. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'IGE, nous avons toutes les autres structures, que ce soit les inspections internes et autres, qui font le point. Donc, 2 problèmes à mon niveau. Le premier, c'est que je trouve ces propos d'une extrême gravité. Raison pour laquelle on attend des réponses claires sur ces accusations graves. Alors, pour ce que j'en sais, nous sommes en train de travailler, ça c'est notre devoir de rendre compte devant les Sénégalais, ceux qui ont été en charge de ces questions financières, mais feront le point au cours d'un point de presse qui est en préparation. Il y a eu d'abord un livre bilan qui a été sorti sur l'action du président Macky Sall pendant 12 ans, mais la période en revue concerne principalement le 2e mandat. De toute façon, ça viendra dans les prochains jours. On aura l'occasion, avec rigueur et méthode, pour expliquer aux Sénégalais la réalité des faits, totalement différente des affabulations dont on a entendu parler et qui mettent le Sénégal en péril. Donc Moustapha Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, qui sont peut-être encore dans l'APR, vont prendre la parole pour répondre sur ces accusations. Vous savez, un gouvernement, c'est un collectif solidaire. Nous sommes tous engagés par notre responsabilité d'avoir été ministre dans ce gouvernement, d'avoir contribué et participé à la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, même si ce sont les ministres des Finances qui sont ciblés, qui ont été interpellés, nous trouverons le format pour donner avec méthode, avec rigueur, les éléments de réponse. Le risque que nous avons couru avec cette déclaration, c'est que nous avons un Premier ministre qui est toujours sur la thématique de la reddition des comptes. Il en parle. Mais c'est important, quand même, la reddition des comptes. C'est très important. Absolument. C'est essentiel. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons les mécanismes. Et nous sommes dans un pays où nos institutions en charge de cette question sont très professionnelles.
Donc je disais, la première curiosité, c'est que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, avait annoncé la publication du rapport. Nous sommes toujours dans l'attente. Le Premier ministre a pris une posture de juge, de procureur, et pour indiquer de potentiels coupables. Et dans son message, ce qui est le plus inquiétant, c'est qu'il jette le discrédit sur toute l'administration. Sur toute l'administration. Cela veut dire quoi? Le ministre des Finances, les régies financières, le directeur du budget, le directeur de la programmation budgétaire. Même si je vois, par un effet collatéral, on essaie de le dédouaner. Alors que nous nous souvenons tous... M. Cherdiba, qui est l'actuel ministre des Finances et du Budget. Qui a occupé et qui a bien travaillé pour mériter les félicitations de son ministre en 2023 à la clôture de la session budgétaire. À l'Assemblée nationale. Et donc, on ne peut pas comprendre qu'on minimise un rôle aussi important quand on sait comment fonctionne le budget et comment on met en œuvre la programmation budgétaire, elle est fondamentale. Mais ce rapport a été, cet audit a été exécuté, a été fait, a été réalisé par l'IGF, qui est au sein même du ministère des Finances. Écoutez, la première des choses que je voulais rétablir, la Cour des comptes a pour responsabilité de certifier nos comptes publics. Alors, il faut m'expliquer comment, dans tout ce système, y compris les bailleurs, il y aurait eu une chaîne de complicité pour créer de faux chiffres, pour faire plaisir au président Macky Sall, et aujourd'hui, avec la même administration, donner d'autres chiffres. C'est surréaliste, c'est inacceptable. On n'est pas loin de la manipulation, parce que nous sommes à quelques encablures d'une élection pour laquelle le Premier ministre a une claire conscience qu'il joue son destin. Qu'il joue son destin. Sa carrière politique pourrait peut-être en prendre un coup s'il perdait les élections et tout les élections législatives. Est-ce que vous avez échangé avec le président Macky Sall depuis hier sur cette affaire, sur ces accusations graves? Non, pour l'instant, nous sommes en train de travailler dans le cadre de notre responsabilité collective et commune de membres du gouvernement. Et nous allons maintenant, bien évidemment, quand le moment viendra, partager avec le président Macky Sall les éléments de réponse. Ce seront des éléments factuels qui indiquent très très bien comment se passent les choses et qui vont être utiles pour M. le Premier ministre qui va également renforcer sa culture en matière de gestion budgétaire et des finances publiques. Les services du ministère des Finances et du Budget ont publié un communiqué, on en a parlé tout à l'heure dans le journal, l'envant à grande eau, on peut le dire, le ministre, mais qu'en est-il aussi de la responsabilité de Mme Oulimata Sarr, qui était elle aussi ministre de l'économie, du plan et de la coopération, nommée en septembre 2022? Je préfère laisser cette patate chaude à M. le Premier ministre et à ses équipes. On ne peut pas comprendre ni accepter, ce serait même incohérent, qu'il y ait des personnes qui ont exercé des responsabilités essentielles et importantes et qu'on veuille aujourd'hui nous dire que tout le monde est corrompu. Les régies financières, les magistrats de la Cour des comptes qui ont certifié par les lois de finances, les lois de règlement, l'exécution des différentes lois de finances, qu'elles soient des lois de finances initiales ou des lois de finances rectificatives. Je crois que si on veut détruire l'État, et je voudrais rappeler que M. le Premier ministre, dans l'opposition, pour moi, et vous avez suivi ce qui s'est passé ce matin, un peu partout dans le circuit financier mondial. Absolument. Mais nous sommes complètement dégradés. Il y a eu quelques répercussions, tout à fait. Mais énormes. Aujourd'hui, ça veut dire que même le projet dont on attend l'accouchement, mais il irait sur le marché financier, ce serait à des taux d'intérêt très très élevés. Très très élevés. Donc, dans l'opposition, on a voulu détruire l'État par des appels à l'insurrection. Et aujourd'hui, à la faveur de la démocratie et de l'élection, on est en train de balafrer nos institutions. C'est le risque que nous sommes en train de courir. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas fondamentalement de réponse aux vraies préoccupations des Sénégalais? J'écoutais ce matin sur une chaîne, la vôtre d'ailleurs, à la radio, mais des radios-trottoirs qui indiquaient le mal-vivre des Sénégalais par rapport aux
prix du kilogramme de niébé pour faire le nambé. Oui. Oui. Ils sont dans le désarroi. Oui, mais ça n'a pas commencé depuis l'avènement de Bassirou Diomaye Faye. Hein. Non, les difficultés et la cherté de la vie au Sénégal. Oui, on a eu il faut quand même le reconnaître. Oui. On a eu une action vigoureuse. Oui. Les nouvelles autorités ont engagé une action. Tout à fait. Ça, c'est incontestable. Oui. Mais quelle est la portée de ces... Mais maintenant, quand vous entendez Monsieur le Premier ministre répondre à une question d'une journaliste qui lui dit quand et quelles sont les mesures que vous réservez aux Sénégalais, et qu'il dit lui-même que ce n'est pas à l'ordre du jour, il y a de quoi s'inquiéter. C'était pas à l'ordre du jour de la conférence de presse. On peut quand même le reconnaître. Parce que c'était fixé dès le début. Non, pour moi, pour vraiment la responsabilité précis d'un Premier ministre, au regard de l'espérance qui a été transmise à travers l'élection de ces nouvelles autorités, en toutes circonstances, en tout moment et en tout lieu, il nous doit une réponse sur les politiques qui sont en vue. Mais vous aussi, vous devez des réponses. On est dans la diversion. Parce que les accusations, c'est du gay, sont quand même graves et les Sénégalais veulent savoir où se situe la vérité. Quand est-ce qu'on l'aura, cette vérité? Mais nous donnerons les éléments factuels d'argumentation et d'explication. Ce que j'ai entendu sur un aspect, mais je ne veux pas m'engouffrer dans cette matière qui n'est pas la mienne, d'exécution budgétaire et autres. Sur les 104 ou 108 milliards, moi je suis mauvais avec les chiffres, ce ne sont pas des sommes d'argent que le pouvoir devait trouver sur place. C'est justement dans le cadre de la programmation pour régler la dette en début d'exercice 2024. Oui, le surfinancement de 604 milliards, vous parlez. Voilà. Donc ça, les personnes les plus habilitées le feront. Mais gardons à l'esprit et disons aux Sénégalais, de façon très claire et très simple, de façon rigoureuse, factuelle et méthodique, les éléments de réponse seront apportés. J'ai l'impression que, corrigez-moi si je me trompe, mais ça ne vous ébranle pas tant que ça, ces accusations d'Ousmane Sonko? Parce que pour moi, c'est surréaliste. Oui. Si le Sénégal était dans une situation, ça voudrait dire trois choses fondamentales. Oui. La première, le Sénégal serait coupable de misreporting tel que le dit le FMI et la Banque mondiale. Oui. Parce qu'on a caché la vérité. Ça veut dire qu'il y aurait eu des complicités au-delà de notre administration qui aujourd'hui en a pris un sacré coup en termes de crédibilité. Ça voudrait dire pour les partenaires, la Banque mondiale, le FMI, qui sont tous les 3 mois dans notre pays pour faire des revues conjointes, qu'il y a une question éthique. Et ça voudrait dire au final que dans le Sud, avec le vent protestataire contre les partenaires de Bretton Woods, mais ça mettrait, il y a connivence. Et je ne pense pas quand même qu'à ce niveau, il puisse y avoir une aussi grande machination. Et on ne peut pas fondamentalement dire que nous exonérons nos autorités actuelles qui ont contribué avec compétence et talent dans la mise en œuvre des politiques publiques et de la gestion budgétaire, qu'ils ne peuvent pas être concernés par ces faits si jamais ils étaient avérés. Alors, un mot sur la reddition des comptes. Vous l'évoquiez en début d'émission, c'est du gay. La Diop, que vous avez cité d'ailleurs, un de vos militants en prison poursuivis, rappelons-le, pour détournement présumé de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux. Le montant du préjudice est estimé à 8 milliards de francs CFA. Franchement, c'est du gay. Est-ce que vous pouvez regarder les Sénégalais dans le blanc de l'œil et dire que la gestion des finances publiques sous le président Macky Sall a été vertueuse? Mais écoutez, la gestion des finances publiques sous le président Macky Sall, comme toutes les gestions de finances publiques, a eu ses difficultés. Qu'elles soient d'ordre de la trésorerie, il peut y avoir, ça, il faut le reconnaître, mais de là, des malversations, il peut y avoir des fautes de gestion, il peut même y avoir des détournements. Mais il ne m'appartient pas à moi, encore moins à un Premier ministre qui n'en a pas les qualités de jouer le rôle de procureur et d'accuser. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui me semble importante, nous sommes tous d'accord pour la reddition des comptes, puisque nous avons l'arsenal qui permet de le faire. Mais doit-on le faire en parlant tous les jours ou doit-on le faire à partir des rapports des corps de contrôle?
Vous avez parlé tout à l'heure de l'inspection générale des finances. De l'IGF, logé au ministère des Finances. Mais nous attendons la publication des rapports. Oui. C'est ça la vérité. On ne peut pas être dans une rationalité où c'est le Premier ministre qui accuse, engagé comme il l'est dans une campagne électorale. Oui. Et on ne peut pas. Oui. On ne peut pas. Et on va glisser d'ailleurs sur le terrain politique. Est-ce que pour vous, ces accusations balaient peu ou prou quand même tout pacte de non-agression entre le Premier ministre Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye et le président Macky Sall? Je veux parler du fameux protocole du Cap Manuel. Est-ce que tout cela, finalement, prouve qu'il n'y a jamais eu de protocole? J'ai aucune idée sur ça. Ouais. Ce que je sais, le président Macky Sall a géré le pays, a fait avancer, s'est occupé des préoccupations des populations, et au terme de ces 2 mandats, il n'était pas candidat, il est parti. Pendant ce temps, on a eu une surchauffe, une crise, une tension, et il a opté pour l'apaisement. Oui. Donc ça a été transparent. Oui. C'est une loi d'amnistie. C'est la sortie de prison de beaucoup de compatriotes qui étaient pour des raisons politiques, finalement. Pour moi, il n'y a pas de pacte. Oui. On ne peut pas faire de pacte sur le dos des Sénégalais. Et je pense, à juste titre, que le président Bassirou Diomaye Faye a été élu, c'est la volonté des Sénégalais. Oui. Il ne doit pas son élection à une faute, une erreur ou un accord avec le président Macky Sall. C'est mépriser le peuple sénégalais qui s'est souverainement et démocratiquement exprimé. Aujourd'hui, la réalité est la suivante. Oui. Ces accusations, elles sont trop graves, puisqu'elles remettent en cause la crédibilité de la Cour des comptes qui a contrôlé et certifié les droits de règlement. Oui. Puisque nous sommes pratiquement à jour, nous sommes autour de 2022. Et d'ailleurs, c'est assez curieux que lorsque le président de la République a saisi l'Assemblée nationale pour l'ouverture d'une session extraordinaire, rappelez-vous, la loi de règlement 2023 qui a été adoptée en Conseil des ministres a été retirée de l'ordre du jour. À quelle fin? Je ne sais pas. Aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que nous sommes dans un contexte très difficile pour les autorités qui gouvernent. Parce que il n'y a aucune solution en vue par rapport aux difficultés quotidiennes des Sénégalais. Oui, bon, en attendant le 7 octobre la publication du projet, en tout cas, ces accusations sont à porte-à-faux avec le livre blanc qui a été publié, livre bilan des 12 années de gouvernance du président Macky Sall, publié donc récemment, livre dans lequel il est affirmé que sous l'impulsion du plan Sénégal émergent, le Sénégal a connu une rationalisation des dépenses publiques, une croissance soutenue et des avancées significatives dans divers secteurs de l'économie, tout le contraire de ce que Ousmane Sonko nous a annoncé hier. Qui a tort, qui a raison? Au milieu de tout cela, le peuple est en train de trinquer. Comment quand même sortir de cette situation-là qui, on a l'impression, se répète depuis quand même des années au Sénégal? Vous me permettez de dire un petit mot en Wolof? S'il vous plaît. Wolof Ndiaye nena ku su bujj di sang do set. Donc on est dans ce schéma-là. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans un espace commun, au-delà de la citoyenneté et de la nationalité que nous partageons. Nous sommes dans un espace démocratique. Il faut travailler à consolider et respecter les usages et les règles. Oui. Et nous sommes assez forts pour aller en compétition électorale tout en respectant l'éthique. Pour moi, l'éthique de ceux qui gouvernent, c'est le sens de la responsabilité. Et elle est valable également pour ceux qui s'opposent, puisqu'ils sont dépositaires d'une responsabilité forte. Être un contre-pouvoir, veiller à la protection des intérêts de nos compatriotes, les défendre et proposer une alternative. Mais en quoi ce dont on se rend compte aujourd'hui, permettez-moi, c'est que l'horizon est bouché pour ceux qui nous gouvernent. On nous parle d'un projet. Du projet, on est en train de passer en référentiel. Et parce qu'on découvre tout simplement qu'en la matière, on ne fait pas ce qu'on veut et on ne fait pas n'importe comment. Vous prenez l'exemple de la diplomatie, ils ont découvert, et c'est bien heureux pour le Sénégal, qu'en la matière, les marges de manœuvre sont très réduites. Ils annonçaient qu'ils allaient renverser la table
ils sont confortablement assis autour de la table pour l'intérêt du Sénégal. Oui. De la même manière, il faut arrêter de flatter les bas sentiments des Sénégalais. Ce dont on a besoin, c'est d'une éthique en politique. Nous avons besoin d'une gouvernance apaisée. Nous avons besoin d'une gouvernance qui respecte les corps intermédiaires. Nous avons besoin d'une gouvernance qui respecte les oppositions. Oui. Et nous avons besoin d'autorités qui s'occupent 24 heures sur 24 des préoccupations des Sénégalais qui ont des difficultés à joindre les deux bouts. Et d'autorités qui disent aussi la vérité aux Sénégalais. C'est juste l'éthique. Et ma question, c'est en quoi ces déclarations, ces alertes du Premier ministre abaissent la fonction primatorale, puisque c'est un exercice de transparence, une production de la confiance par la transparence. C'est tout ce que veut le peuple, non? Mais c'est tout ce que veulent les Sénégalais et c'est ce qui doit être fait. La transparence. Nous sommes à cet âge et nous avons différents mécanismes. Et par rapport à ces mécanismes, le régime du président Macky Sall a énormément contribué. Je vais vous donner quelques exemples. Dans la transparence? Dans la transparence. C'est avec le président Macky Sall que le code de transparence a été adopté. C'est avec le président Macky Sall que le Sénégal a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est avec le président Macky Sall qu'on a eu le renforcement des moyens de la Cour des comptes. C'est avec lui que nous avons mis en place le pôle judiciaire financier. Oui, qui a remplacé la CREI. La CREI. Oui. C'est avec le président Macky Sall qu'il y a eu l'OFNAC. Beaucoup de réalisations. C'est avec le président Macky Sall que beaucoup de dossiers ont été mis sous le coup de cire. Si vous le voulez. Oui. Non, c'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, mais au moins, nous avons un patrimoine et nous avons des institutions dont le rôle est de prendre en charge ces problématiques de transparence parce qu'ils en ont les moyens, les compétences et c'est leur mission. Maintenant, ce qui étonne, c'est qu'on a un Premier ministre qui est en même temps le juge, qui est le procureur, qui est le Premier ministre, qui désigne les coupables, qui les accuse. Et on va attendre maintenant qu'ils disent « je vous condamne, vous Amadou Ba ou vous Moustapha Ba ». Non, c'est pas sérieux. L'État, c'est du sérieux. Il faut arrêter de le jouer. Le Sénégal a besoin de garder son rang à l'international. Des personnalités comme Amadou Mokhtar Mbow ont été ce que le Sénégal a offert de mieux au monde. Absolument. Et la nomination du président Macky Sall hier comme président du Centre mondial pour l'adaptation, au changement, est encore une consécration que sur l'échiquier mondial, le Sénégal tient bien son rang. Alors sur le terrain purement politique, le préfet de Dakar, celui qui a interdit le rassemblement de l'Alliance pour la transparence des élections aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a également validé la convocation, rejetant donc tous les recours déposés par l'ATEL. Le ministre de l'Intérieur a déclaré la dernière fois, Jean-Baptiste Tine, que en réalité l'ATEL, donc cette formation de l'opposition, cette alliance ne veut pas tout simplement aller aux urnes. Que lui répondez-vous? Mais tout ça indique qu'ils sont en train de préparer des élections qui auront énormément de contestations. D'abord, si vous voulez, la saisine du Conseil constitutionnel, elle visait l'illégalité d'un décret pris pour convoquer le corps électoral. Puisque dans ces dispositions, il y a des matières qui relèvent du domaine de la loi, alors que le président de la République n'a pas encore eu l'autorisation pour déroger. La deuxième chose, c'est que il me semble que les propos tenus par le ministre de l'Intérieur ne sont pas les propos d'une personne dont on attend une neutralité objective. Et la troisième chose... Rappelons que l'ATEL avait boudé plutôt la rencontre. Hein, non, ce n'est pas une raison pour qu'il s'énerve et pour dire des choses comme ça. Sa mission, c'est d'organiser des élections à contestation nulle, sinon marginale. L'Alliance pour la République. Le premier problème aussi, c'est de jouer à cache-cache avec les Sénégalais, puisque vous savez, dans l'avis rendu par le Conseil constitutionnel sur la demande sur saisine du président de la République, demandant la meilleure date pour la dissolution, ou la date à partir de laquelle la dissolution de l'Assemblée nationale pourrait être faite, la date du 12 lui a été proposée, et on découvre que cet avis est disponible depuis le 5 juillet. Et donc, le temps de se préparer. Et on va vers des élections qui risquent d'être très compliquées. Puisqu'on est en train de
sortir complètement de la trajectoire électorale du Sénégal depuis 1992, où il y a toujours le dialogue et la concertation qui précèdent la mise en œuvre des dispositions du code électoral. Parce que jusqu'ici, on n'a jamais organisé des élections en mettant de côté le code électoral. Il est consensuel, il contient tout. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on risque de se retrouver avec un Conseil constitutionnel qui a des prérogatives législatives et ce n'est pas acceptable. Le Conseil constitutionnel, vous dites, hein? Bien sûr, le Conseil constitutionnel n'a pas les prérogatives législatives. Une élection au Sénégal, c'est sur la base des dispositions, des prescriptions du code électoral. Code électoral, oui. Alors, l'Alliance pour la République sera donc dans la coalition avec le Parti démocratique sénégalais et ainsi que d'autres formations. Est-ce que le président Macky Sall sera à la tête de cette coalition? Il est à la tête de cette coalition, mais la question sous-jacente, est-ce qu'il sera tête de liste? Exactement. Je ne sais pas. Ah bon? Bon. Mais il est à la tête de la coalition. Il est à la tête de la coalition. Est-ce qu'il sera tête de liste ou... Ben, je donne ma langue au chat. Et vous serez investi? Ben, c'est la décision de mon parti. Hein. D'accord. Alors, APR, justement, votre parti, qui a perdu beaucoup de ses cadres, hein, c'est le Gueye depuis la perte du pouvoir, c'est vraiment presque le sauve qui peut, permettez l'expression. Aly Ngouille Ndiaye est parti. Lui a décidé de jeter l'éponge, donc de ne pas participer à ces législatives. Amadou Ba, qui sera la tête d'affiche de la coalition Jàmm ak Njariñ. Est-ce que vous qualifierez ces législatives de ces élections de cruciales pour l'Alliance pour la République, pour la survie de votre parti? Non, ces élections, elles sont cruciales pour les Sénégalais. Elles sont importantes pour les Sénégalais. Nous étions dans une trajectoire ascendante et on a fait un demi-tour. Et je pense qu'il est important que les Sénégalais prennent conscience. Et là, moi, je voudrais remercier le Premier ministre Ousmane Sonko, qui le disait du temps où il était de l'opposition, que la meilleure des choses à faire, quand on a un président de la République qui est installé, il faut donner la majorité parlementaire à l'opposition. C'est lui qui le disait. Il disait que c'était très bien pour le Sénégal. Il disait également qu'aux États-Unis, les élections de mi-terme consacrent toujours une victoire de l'opposition. Et vraiment, moi, je le remercie pour avoir déjà indiqué le mot d'ordre à tous les Sénégalais, donner la majorité à l'opposition pour sauver le pays. Maintenant, revenons sur l'APR. Oui, pour l'APR, est-ce que c'est vraiment l'élection de la survie? Non, l'APR a eu un palmarès électoral. Sur 10 participations aux élections, elle en a gagné les 9. Elle n'en a perdu qu'une seule, c'est celle de mars 2024. Oui, mais l'APR sort de cette élection exempte quand même. Hein, ah oui, non, mais beaucoup de... Vous savez, quand vous sortez d'une élection, vous avez déjà le choc du premier soir. Absolument. Il faut prendre le temps de recouvrer ses esprits. Ensuite, d'essayer de comprendre ce qui nous est arrivé et ensuite de rebâtir. Donc, au niveau de l'APR, nous sommes sortis de ça en essayant de résister, de réguler et de reconstruire. Comment vous allez vous remettre du départ de Amadou Ba, qui était quand même une ponte de l'APR? Il a été notre candidat, celui de Benno. Il a pris sa responsabilité de partir. Mais nous, on ne parle pas de nouvelles responsabilités. Nous parlons d'une responsabilité légitime et historique pour l'Alliance pour la République, de continuer à travailler en tendant la main à tout le monde. Mais il y a une saignée quand même, c'est du Gueye, c'est important. Je sais que vous avez le sens de la formule, mais franchement, dans les faits, il y a une saignée quand même. La coalition Jàmm ak Njariñ de M. Amadou Ba est née des flancs de l'APR. Oui, bien évidemment, mais elle est encore renforcée par ce qui est sorti de Benno. De Benno, absolument. Mais dans le même mouvement, vous aurez remarqué que quand même, nous avons une alliance avec des partis qui valent leur pesant d'or sur l'échiquier parlementaire. PDS. Le Parti démocratique sénégalais. Au-delà du symbolisme. Parti démocratique sénégalais divisé. Hein, divisé, en 1000 morceaux, on l'a vu. Mais vous comprenez, aujourd'hui, la tendance, c'est comment gérer la pluralité. Nous ne sommes plus dans le modèle démocratique monolithique. Et aujourd'hui, ces mutations-là doivent être prises en compte. Ce qui importe pour nous, c'est que l'opposition gagne pour pouvoir installer au Sénégal une nouvelle expérience profitable aux populations, puisque c'est avec une cohabitation qu'on pourra proposer
et continuer à poursuivre la courbe des bonnes actions qui ont rendu le Sénégal plus attractif du point de vue international, qui ont rendu le Sénégal plus solidaire dans le partage des ressources publiques, qui ont rendu quand même les populations moins fragiles, moins précarisées et moins vulnérables. Très bien. Merci beaucoup Seydou Gueye. C'est moi. Seydou Gueye, premier secrétaire général du gouvernement sous le président Macky Sall, et vous êtes aussi le dernier secrétaire général. J'ai eu l'honneur et le privilège d'occuper ce poste à 3 reprises pendant les 12 années. Oui. En tout cas, je voudrais vous remercier de m'avoir accueilli dans vos studios et appeler les Sénégalais à comprendre que ce qui se joue, c'est notre destin collectif. Et il vaut beaucoup plus que le destin individuel d'un Premier ministre qui sait qu'il est dans l'angoisse, puisque, ayant reçu de la part de l'opinion des alertes et des indications, comme quoi le divorce est consommé entre lui et une bonne partie de l'opinion nationale. Et on va laisser le dernier mot à la justice qui va se saisir de toutes ces affaires, et aussi au peuple le 17 novembre prochain, le peuple souverain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.